Ces derniers jours, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, des milliers de Marocains et de Marocaines, portés par la génération Z, expriment leur frustration, leur colère, mais aussi leur rêve d'un autre avenir. Face à cet élan, une réponse sécuritaire forte et une classe politique jugée déconnectée. Pour décrypter cette séquence, nous recevons aujourd'hui Anas Heddan. Bonjour Anas Heddan. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation telle quelle pour cette entrevue. Anas Heddan, vous dirigez Les Citoyens. C'est une association qui veut créer des passerelles entre société civile, entre décideurs et citoyens. Quand vous regardez, Anas Heddan, aujourd'hui, les mouvements de contestation menés par la jeunesse marocaine, notamment la Gen Z, ce qu'on appelle la Gen Z, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans leur manière d'exprimer leur colère? Je pense que ce qui se passe aujourd'hui et avec le mouvement Gen Z 212 n'est pas vraiment une surprise. C'est le résultat d'années de malaise, d'exclusion que nous avons avec les citoyens, nous avons vu, documenté. Nous avons organisé plus de 700 rencontres et cafés citoyens partout au Maroc où nous avons rencontré des milliers de jeunes. Et à chaque fois, on tirait la sonnette d'alarme pour dire ces jeunes se sont exclus des politiques publiques. Ces jeunes, aujourd'hui, ils ont un autre mindset, d'autres formes de manifestation et de participation. Et surtout, ils refusent les formats traditionnels. Ils refusent les intermédiaires, ils refusent les partis politiques, les associations traditionnelles, les syndicats. Et on reviendra sur l'enjeu des intermédiaires, parce que l'enjeu des intermédiaires, Anas Heddan, est central et crucial dans ce que nous vivons et nous constatons aujourd'hui. Je le disais, vous êtes directeur général donc de l'association Les Citoyens. C'est une association qui existe depuis une dizaine d'années. Et vous avez publié, il me semble, en juillet, une étude détaillée sur le rapport des jeunes aux politiques, une étude qui a été réalisée dans toutes les régions du Maroc sur un panel de 1200 jeunes. De ce que vous constatez aujourd'hui, Anas Heddan, est-ce qu'on peut parler d'une rupture avec les générations précédentes en termes de contestation, de mouvements de protestation, ou est-ce que on est dans une continuité mais sous de nouvelles formes? Quel est votre constat? Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'une génération hyper connectée. Mais qui reste déconnecté de ses propres institutions et du discours politique. Aujourd'hui, cette génération, elle n'est pas, je pense qu'elle est partout et qu'il faut juste la comprendre. Moi, je suis pas très loin de cette génération. Je fais partie de la génération Y. Et je peux vous dire que je pense que dans l'ADN de cette génération, il y a pas le normal. Il n'y a pas la standardisation. C'est une génération qui est hors des cadres classiques. Elle est spontanée, horizontale. Et aujourd'hui, on voit que ce mouvement est aussi spontané, horizontal et surtout national. Du coup, je pense que on ne peut pas parler d'une génération déconnectée dans le vrai sens du terme, parce qu'ils sont très connectés. On voit ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais surtout dans les rues. Je pense que on a beau dire qu'il s'agit d'une génération qui n'est pas intéressée à la politique, justement, qui n'est pas socialement active, qui ne veut rien faire, mais finalement, on voit aujourd'hui que... Mais merci de me tendre la perche, Anas Heddan. C'est fondamentalement ça aussi, la question. On entend souvent dire, vous venez de le dire, que cette jeunesse marocaine est dépolitisée. Pourtant, les mobilisations que l'on constate aujourd'hui montrent une polarisation d'une autre nature. Elle est plus horizontale, moins encadrée. Est-ce qu'ils sont en train de réinventer les codes de la politique, tiens, cette jeunesse qui est sortie dans la rue cette semaine? Je pense que c'est difficile de dire que cette jeunesse elle est en train de réinventer les codes de la politique. Peut-être elle a choisi un autre format d'expression, mais je ne pense pas que... Je pense aujourd'hui le combat est de bâtir ensemble un vrai État démocratique. Et quand on parle de la démocratie, il faut absolument faire appel aux instances de la démocratie dans son format traditionnel, c'est-à-dire un parlement, des partis politiques, une démocratie représentative, mais aussi participative. Peut-être il faut changer de discours. Peut-être il faut l'adapter justement à cette génération. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'on voit que le rôle des médiateurs a été beaucoup affaibli. Donc, le rôle des partis politiques, des associations traditionnelles, des syndicats. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, cette génération n'est pas vraiment encadrée.
Donc, contrairement, par exemple, au mouvement 20 février, je pense qu'il a été encadré par plusieurs forces politiques, associatives, parfois partisanes. On voyait, par exemple, que les revendications étaient claires, même les caps étaient clairs. C'est-à-dire, on voulait, par exemple, un État démocratique. Il parlait même de monarchie parlementaire. Il voulait changer... Mais là, les revendications sont claires. Il voulait changer la Constitution. Aujourd'hui, les revendications sont légitimes. Il s'agit de la santé, de l'éducation, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de proposition palpable. C'est-à-dire, OK, on veut changer ça dans le système de la santé. Parce que, imaginons aujourd'hui, moi, au début, moi, je suis avec la liberté d'expression, sous toutes ses formes, mais bien sûr pacifiques et encadrées. Donc, pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues, c'est une consécration, justement, de ce peuple qui est patriote, qui est ambitieux, qui aime son pays et qui veut changer les choses. Par contre, j'ai une forte conviction que sans organisation et structuration, on ne peut pas vraiment changer les choses. Si vous permettez, Anas Eddane, je vous coupe, parce que là, j'ai l'impression, quand je vous entends parler, que vous reprenez une partie de l'argumentaire qui est avancé par la majorité actuelle. On reviendra à son communiqué, d'ailleurs, qui a été publié il y a quelques jours. La majorité qui dit, un des arguments avancés, qui dit, nous, oui, on est ouvert au dialogue, on veut dialoguer, mais on ne sait pas avec qui parler. Qui est derrière ce mouvement? Or, on l'a très très vite compris, ce collectif se revendique comme étant apolitique. Plusieurs partis ont tenté de récupérer les contestations de cette semaine, n'y sont pas parvenus, ni les syndicats d'ailleurs. Pas de parti, pas de syndicat, aucun acteur de la société civile qui n'a de prise sur ce mouvement. On peut se demander justement quel rôle pour des acteurs comme vous, justement. Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans ces demandes, il y a une quête de reconnaissance. C'est-à-dire que d'être vu, entendu comme un acteur, un vrai acteur à part entière. Donc ça, on l'a vite fait compris, et c'est pour ça, je pense qu'une bonne partie des forces intermédiaires, si on peut le dire, ils sont restés prudents sans prendre position, parce que justement, il s'agit d'un mouvement conçu, porté par une génération de jeunes qui veulent changer les choses. Et du coup, chaque effort d'intermédiation, de médiation, etc., pourrait être perçu comme c'est comme si on comme une tentative de récupération. Tout à fait. Et du coup, je pense que c'est pour ça une bonne partie, que ce soit nous en tant que société civile ou les partis politiques, ont pris un petit recul, à part quelques partis de gauche qu'on a vu dès les premiers jours dans les rues. Ça, il faut le mentionner. Par contre, ce qui est flagrant, c'est la communication gouvernementale. Alors justement, on va y revenir. Le gouvernement qui, dans son communiqué publié il y a quelques jours, la majorité qui dit comprendre les revendications des jeunes et dit vouloir y répondre positivement. Je ne fais que citer un extrait donc de ce communiqué. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse, Anas Eddane? Est-ce que vous la trouvez convaincante? Est-ce qu'elle a résonné chez les manifestants? Je pense que malheureusement, ça je me prononce en tant que Anas Eddane, pas en tant que directeur de l'association Les Citoyens, mais en tant que personne, je pense que ça renforce un peu cette fracture générationnelle qu'on a aujourd'hui. Je pense que le communiqué en soi, dans les groupes Discord, c'était une matière ils se moquaient de ce communiqué. Et encore, le langage utilisé, ça a pris quand même 4 jours pour qu'on le voit. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, on a vraiment un problème de communication, surtout la communication institutionnelle. On n'a surtout pas une communication d'urgence. On n'a pas la résolution des problèmes d'urgence. Il y a toujours un problème quand il s'agit de crise. On l'a vu, par exemple, pendant le séisme d'El Haouz. Le chef de gouvernement ne s'est pas prononcé après 48 heures ou plus. Par contre, la réaction des citoyens était immédiate. Et je pense que c'était la même chose aujourd'hui, parce que on voyait les journalistes, parfois des créateurs de contenu, des militants de gauche, et tout le monde s'exprimait le jour J. Le jour même, oui. Le jour même, c'est-à-dire samedi. Par contre, le gouvernement, il fallait attendre
4 jours pour sortir avec un communiqué écrit. C'est-à-dire, je me demande, il est où le porte-parole du gouvernement? Il n'a pas encore prononcé un mot. Mais comment ça se fait que dans d'autres, quand on parle d'un État moderne, d'un État démocratique, je pense que le gouvernement est le premier à sortir dans les médias, que ce soit officiel ou les pages officielles des partis politiques, etc., où il s'exprime par rapport à ce qui se passe, qui se positionne, rien que dire que, ok, imaginons par exemple samedi, s'il n'y a pas eu recours aux forces de l'ordre et que, par exemple, le gouvernement publiait un communiqué pour dire nous vous écoutons et nous sommes conscients de la gravité de la situation. Nous sommes très conscient aussi de l'urgence de vos revendications, et on vous propose 1, 2, 3. Mais alors, Anas Haddan, on ne refait pas le monde avec d'ici. Aujourd'hui, on est dans la situation que l'on vit actuellement. Cette séquence, est-ce que vous pensez, parce qu'on va essayer de se projeter dans l'avenir si vous voulez bien, est-ce qu'elle va marquer aussi une transformation réelle dans la communication du gouvernement et plus largement de nos élites politiques? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs réponses par rapport à la situation. Il y a des réponses immédiates. Premièrement, il faut reconnaître et admettre la colère et dire que c'est légitime. Parce que on la voyait venir, c'est-à-dire depuis les enquêtes et les avis du Conseil économique, social et environnemental, de la CP, des associations, etc. Donc, il faut reconnaître et admettre qu'il s'agit d'une colère légitime. Après des années d'exclusion et d'inégalité territoriale, etc. Il faut un dialogue direct, c'est-à-dire ouvrir tous les espaces d'écoute et de débat dans chaque ville. Il faut que ça soit territorialisé et surtout donner un nouveau souffle aux médias, surtout les médias traditionnels. Je pense qu'aujourd'hui, on ne suit pas la vitesse de la rue. Donc, on ne suit pas la vitesse des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut absolument ouvrir en live, en direct, les discussions, les débats, écouter ces jeunes, ramener ces jeunes et les institutionnels débattre ensemble pour qu'on puisse vraiment parler d'un modèle de société et surtout refaire société. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut pas, c'est un moment historique, il faut le prendre comme ça. C'est soit une menace au chantier démocratique de développement qu'on avait mené depuis des années, soit une vraie chance pour aller vers un vrai État démocratique, un nouveau souffle de liberté d'expression, parce que j'imagine que liberté d'expression, que ce soit pour les journalistes, pour les acteurs sociaux, la société civile sérieuse, etc. Comme ça, on peut peut-être parler d'une certaine ouverture politique. On donne des garanties à ces jeunes qu'il y a une certaine ouverture politique. J'aime bien le mot en arabe, infiras siyasi, c'est-à-dire on garantit une certaine liberté d'expression et on donne un nouveau souffle à ce mouvement. On notera par ailleurs que ce mouvement, donc incarné par le collectif Gen Z 212, a fait montre d'une forme de maturité. Je rappelle que nous enregistrons ce podcast un jeudi 2 octobre et un communiqué donc qui a été publié par ce collectif. Je cite un extrait: nos manifestations seront entièrement pacifiques, nous rejetons toute forme de violence. Ce communiqué qui est publié au lendemain d'une nuit d'affrontements violents qui ont viré au drame à Qli'at, notamment dans les environs d'Agadir. Le ministère de l'Intérieur vient d'ailleurs de confirmer le décès de 3 manifestants et du côté des forces de l'ordre, on dénombre, je le souligne, plus de 200, peut-être même 300, il me semble, membres de forces de l'ordre qui ont été blessés dans ces affrontements. J'ai rappelé plusieurs points, plusieurs chiffres. Anas Haddan, le collectif Gen Z 212, est-ce qu'il peut se muer en mouvement politique ? Je rappelle qu'on rentre dans une année électorale majeure, importante. Ce serait la meilleure des choses, en fait. Qui se politise ? Oui,
pourquoi pas? Parce que on parle du changement, un changement structurel, ça se passe par la politique. Oui. Aujourd'hui, si ces jeunes, ils ont une conscience politique et qu'ils peuvent par la suite construire une force de proposition institutionnalisée, cadrée, etc., mais pourquoi pas? Je pense que, encore une fois, c'est un cri d'alarme, mais ça peut être une opportunité historique pour notre pays. Si jamais... Par contre, on sait que pour faire un parti politique, il y a beaucoup de formalités qui obligent ces jeunes justement à confronter les réalités bureaucratiques de notre pays. Je pense pas qu'ils seront enchantés par faire ça. Mais ce serait bien parce que qui fait la force d'un pays? C'est citoyen. Oui. Et encore au Maroc, on parle de 9 millions de jeunes. On parle de la majorité des citoyens marocains. C'est une force de proposition, c'est une force de production, c'est une intelligence collective qui peut mener le pays vers un vrai développement. S'il est encadré, s'il a une bonne école, s'il a de bons services publics et s'il est écouté et surtout impliqué et considéré dans les processus d'élaboration et de suivi et évaluation des politiques publiques. Je pense que y a moyen de les impliquer, surtout je pense que même aujourd'hui, pour ne pas dire des bêtises, je pense que le gouvernement ouvre un dialogue, mais il ne sait pas avec qui. Justement, vu l'anonymat du mouvement, que je respecte d'ailleurs, parce que il n'y a pas de garantie. Je pense que ces jeunes, ils ont peur de risquer leur vie et qu'ils bloient dans des prisons. C'est ça. Parce que si on est porteur si on est le leader d'un mouvement aussi... D'où la prise de position très mature. D'où la prise de position, justement. Du coup, je pense qui, je le rappelle, a fixé des horaires et des lieux précis de manifestation pour justement aussi dire directement que ce qui se passerait en dehors de ces horaires et en dehors de ces lieux, eh bien, faudrait pas qu'ils se revendiquent justement de ce collectif. Tout à fait, et je suis très... vous savez, ces derniers nuits, je ne dors pas. Je n'arrête pas de regarder les vidéos sur les réseaux sociaux. Je vois ça dommage parce que ça a été très... Au début, je me souviens du samedi, c'était symbolique, c'était pacifique. Malheureusement, je pense que la violence crée la violence. Donc, la violence n'a jamais été un recours sage face à des situations de crise. Mais je ne justifie pas la violence aujourd'hui de ces jeunes, Assous, etc. Par justement, ce n'est pas une confrontation, je sais pas comment le dire, mais on ne justifie jamais la violence. Et je pense qu'une bonne partie des jeunes qu'on a vus les premiers jours étaient des jeunes qui étaient sensibilisés, ayant une conscience active par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux. C'est ça. Et vraiment, je ne veux pas que ça déraille aujourd'hui et qu'on change de discours. Mais je pense qu'il y a toujours moyen pour la retenue de tout le monde, y compris les forces de l'ordre, mais aussi ces jeunes, parce qu'ils l'ont appelé, aujourd'hui, ils ont fait un vote, ils ont fait appel à la démocratie interne pour voir s'il sort aujourd'hui ou pas. Et je peux dire que il y a aussi des modèles, parce que j'ai vu, par exemple, Armi 7, les forces de l'ordre dialoguer avec ces jeunes, les encadrer, et ça a été réussi. Donc, si c'était le cas dans les grandes villes du Maroc, mais aussi surtout les petits villages, parce que on la voyait pas venir dans les petits centres périurbains, etc. Je pense que ces jeunes aujourd'hui ont besoin d'accompagnement, d'encadrement, rien que dans la partie formelle du débat. Par contre, je pense qu'ils sont conscients de leurs revendications, de tout ce qu'ils font. Avant de conclure, Anas Eden, cet échange avec vous, une question un peu plus personnelle, si vous le permettez. Qu'est-ce qui vous a, personnellement, vous a convaincu que l'engagement civique peut peser face au blocage politique ? Vous savez, généralement, la participation citoyenne ou l'engagement citoyen, il y a deux moteurs. C'est soit
on est victime et donc on essaie d'échanger les choses. C'est soit on est dans le top de la pyramide de Maslow, on a tout et on veut aider les autres. Moi, je pense que c'est les deux. Moi, je viens d'une petite ville, Tiefeld, et je suis un pur produit de l'école publique. Et à Tiefeld, on n'avait pas vraiment d'offres culturelles ou artistiques, ou voire même sportives. Donc, j'étais bosseux, j'étais le premier de la classe, etc. Et soudain, je me suis retrouvé dans une école que j'avais pas vraiment choisie, faute d'orientation. Donc, j'ai décidé de changer la chose et depuis, je me suis engagé en tant qu'acteur jeune de société civile pour justement orienter les jeunes. Ça a commencé comme ça. Donc, une manière pour justement dire que non, je ne veux pas que les autres jeunes souffrent de la même chose. Par la suite, j'ai fait des études en sciences politiques, etc. Et surtout beaucoup d'échanges dans différents pays. Je pense que j'ai eu la chance de justement côtoyer dès ma jeunesse des gens très engagés, très militants qui m'ont inspiré. Et de comprendre quelque part les rouages d'un dialogue. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, j'en fais un combat quotidien. Et je sais que... Alors merci de dire combat quotidien, Anas Eddane, puisque vous le dites aussi vous-même, des fois, autant que directeur de cette association Les Citoyens qui existe depuis une dizaine d'années, vous dites que vos remontées de terrain, vos enquêtes, ne trouvent pas l'écho qu'elles devraient avoir, notamment par rapport à la séquence que nous vivons aujourd'hui, que vous avez alerté à de multiples reprises, notamment à travers cette étude que j'évoquais il y a quelques minutes, que vous avez publiée en juillet. Et que oui, vous n'avez pas eu de retour justement de nos responsables politiques, qui me semble aussi bien de l'opposition que de la majorité. Tout à fait, et je pense que c'est... Donc voilà, c'est aussi pour vous interpeller, vous aussi, vous avez le sentiment, parfois, de parler dans le vide. Alors peut-être que ça crée aussi une compréhension par rapport à cette jeunesse qui sort dans la rue aujourd'hui. Tout à fait, mais vous savez, quand on est militant et engagé, on a une force conviction que le changement ne vient pas du jour au lendemain. C'est un cumul. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de cumuler pour une expérience, Inch'Allah, future, pour un avenir, pour une autre génération qui va peut-être voir les résultats. J'avoue que parfois on est déçu, parfois on remet en question tout notre travail. D'ailleurs, même aujourd'hui, durant ces circonstances un peu difficiles, on se remet en question et dire, mais franchement, est-ce que avec tout ce qu'on fait, on n'arrive pas vraiment à catalyser cette énergie, on n'arrive pas vraiment à faire fédérer ces jeunes pour justement aller vers un Maroc plus inclusif, plus démocratique, plus moderne, avec plus de dialogue, plus d'ouverture. Mais je pense que c'est la responsabilité à nous tous. Je pense que on ne peut pas s'auto-responsabiliser que nous en tant que société civile. On ne représente une petite partie de la société. Absolument. On fait tout ce qu'on peut faire et encore on essaye d'innover, de fédérer, de faire dialoguer des mondes qui normalement qui ne se rencontrent pas, de passer de la confrontation à la co-construction. Mais je pense pour justement arriver à un résultat immédiat ou au moins dans le long au moyen terme, il faut une volonté politique. Il faut absolument une volonté politique. Il faut donner les garanties aux jeunes, à la société civile, aux journalistes, aux forces vives de cette nation, qu'il y a une volonté justement pour aller ensemble vers un Maroc plus inclusif et plus durable. Un Maroc avec une seule vitesse et qui impacte tout le monde de la même manière. Anas Eddane, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation telle quelle pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'association Les Citoyens, une association, je le disais en tout début de cet échange, qui veut créer des passerelles entre société civile, politique et citoyens. C'est vraisemblablement un combat tous les jours. Merci Anas Eddane, encore une fois. Merci à vous. Bonne journée à vous.